avant de zapper avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, un festival d'émotions. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves Actisud. Bonsoir à tous, on est en direct, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Juste avant de zapper 100% nature. Aujourd'hui, vous le voyez sur ce plateau, beaucoup de feuilles, de branchages, et c'est Martine qui nous les a amenés. Bonsoir Martine. Bonsoir. Puisque vous avez décidé aujourd'hui de thématiser votre rubrique nature autour de la saison. Autour de la saison, autour des feuilles mortes qu'il faut ramasser absolument. Oui, les qu'elles feuilles sont mortes, précieuses. c'est important les feuilles mortes, Très on s'en rend pas important. compte. Faut pas les piétiner, faut les ramasser. Voilà. Nos invités ce soir, ils sont au nombre de 2. Tout d'abord Sonia Gleiss, bonsoir. Bonsoir. Et Joël Machado qui est avec nous. Alors, vous êtes le Mister Grande Région 2015, le tenant du titre, et à vos côtés donc la présidente du comité Mister et Miss Grande Région. L'élection va avoir lieu très bientôt, c'est le 25 novembre prochain, ça se passera au Luxembourg. On va tout vous dire sur cette élection qui n'a pas de frontières finalement, on peut le dire comme ça. Le portrait du jour, gros plan aujourd'hui sur une exposition du côté du mémorial de Verdun, des éparges au mémorial de Verdun, hommage à Maurice Genevoix, ancien combattant et écrivain académicien. Mais voici tout de suite le journal. Le mois sans tabac est lancé. Cette opération nationale est une belle occasion d'essayer d'arrêter de fumer, et le Grand Est est la région de France où l'on fume le plus. Dimanche, grand départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, une traversée de l'Atlantique à laquelle vont participer 2 Mosellans, Philippe et Olivier. Nous les avons suivis dans les derniers préparatifs. Enfin, une page culture avec la compagnie du Jarnisy qui nous présentera la pièce de théâtre Les Serpents, signée Marie Ndiaye. Mais tout d'abord, on va donc revenir sur ce mois de novembre très particulier pour les fumeurs parce que ça pourrait être le mois idéal pour s'arrêter de fumer. C'est une question qu'on peut se poser. Je sais que vous fumez, Joël. Je vous interroge dans un instant sur ce sujet. En tous les cas, donc, nous sommes entrés dans le mois sans tabac depuis hier. Objectif proposé à tous les fumeurs de s'arrêter de fumer avec le soutien de leurs proches, bien évidemment. Médecins, tabacologues se mobilisent car un mois sans tabac multiplie vos chances d'arrêt définitif. Et tout commence par l'ouverture d'une enveloppe jaune. Jean-François Ambroise. Dans cette enveloppe jaune, voici le kit d'aide à l'arrêt du tabac. Il est disponible depuis aujourd'hui dans les pharmacies entre autres. À l'intérieur, le fumeur y trouvera toutes les informations et les conseils pour arrêter la cigarette. Novembre, mois sans tabac, l'opération est renouvelée pour la 2e année consécutive. Les premiers participants se sont déjà manifestés. Cette pharmacie s'attend à distribuer plusieurs dizaines de kits par semaine. Je dirais qu'on aura en une semaine pas moins de 60-70 personnes qui vont venir se renseigner. Et après, il faudra voir combien sur ces personnes passent le pas, effectivement. Mais je pense que ces kits vont déjà aider beaucoup de gens. Dans ce kit, un agenda va guider le fumeur dans son processus de sevrage jour après jour. Parce que arrêter de fumer pendant 30 jours, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. On peut toujours arrêter 1 ou 2 jours. L'idéal, c'est d'arrêter complètement. Avec une aide, on a 2 fois plus de chances d'arrêter. Donc il faut voir le pharmacien, il faut voir le médecin, il faut voir les associations qui travaillent autour du domaine. Et donc c'est tout ce processus qui est enclenché par cette opération motivationnelle du mois sans tabac. La région Grand Est compte le plus grand nombre de fumeurs. 31,3% des 15-75 ans fument au moins une cigarette par jour, contre 28,2% en France. Le tabac continue à tuer chaque année 75 000 personnes. Voilà pour ce mois sans tabac, vous retrouverez toutes les informations bien sûr sur le site officiel de la manifestation. Joël, rapidement, vous fumez, vous me l'avez avoué il y a quelques instants. Vous comptez peut-être sur le mois de novembre pour vous aider à arrêter ou ça vous intéresse pas pour l'instant ? Je vais réfléchir parce que le 26 novembre c'est mon anniversaire et souvent on a des résolutions donc... Par contre, je l'ai essayé une fois, mais c'était très dur. Mais je vais y réfléchir. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Et peut-être que juste avant votre anniversaire, le 21 novembre, vous pourrez aller place de la Comédie à Metz, parce qu'il y a une fan zone qui est organisée de 9h à 19h. Alors, il y a des médecins, des tabacologues. On peut rencontrer beaucoup de monde qui vont vous permettre de donner des conseils, de faire des petits quiz également ludiques pour apprendre tout simplement à essayer d'arrêter de fumer. Donc, il y a des stands de photographie. Voilà, c'est bien, c'est pour la bonne cause. Et on vous souhaite tout le meilleur et bon anniversaire par avance. Voilà. Merci.
Autre événement que celui de votre anniversaire, un événement électronique qui va avoir lieu à Metz à partir de l'année prochaine, puisque l'ESWC, l'Electronic Sports World Convention, va s'installer à Metz pendant 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous le voyez ici avec ces images de l'Helios Gaming Cloud, qui est une école en fait électronique où on apprend à driver des jeux vidéo. Eh bien, les meilleurs spécialistes de la planète, que ce soit des jeux de foot, des jeux de guerre, etc., vont venir à Metz. Et il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont pouvoir ainsi, pendant quelques jours, s'exprimer. C'est un événement très intéressant, hein, puisque des millions de personnes sont connectées dans le monde, jouent à des jeux vidéo en ligne. Et là, vraiment, il y a toute une catégorie où on peut devenir champion. Donc, c'est dès septembre 2018. L'événement s'installe au nouveau palais des congrès de Metz Métropole, dans une perspective de développement européenne. C'est un peu comme votre élection, hein, puisque là on vise également le public allemand, public belge et luxembourgeois. On va revenir en Moselle, on va parler de Mosellans qui sont également aventuriers. Ils s'appellent Philippe Burger et Olivier Rousset et ils vont larguer les amarres ce dimanche pour la traversée de l'Atlantique. Ils vont participer à la Transat Jacques Vabre qui est organisée tous les 2 ans et ce pour la 2e fois. Ils s'élanceront avec un bateau, un voilier qu'ils ont baptisé Optorpus. Ça veut dire arriver à bon port, donc ça peut porter chance et ça c'est en latin que je l'ai traduit. Ils sont tous les 2 amateurs. La course ne revêt pas juste une dimension sportive mais également caritative et leur portrait est signé Kim Hammerschmidt. Ils seront les seuls Lorrains à prendre le départ du Havre dans 3 jours, avec pour seul compagnon de voyage l'océan Atlantique et ses dangers. Philippe et Olivier, bientôt sexagénaires, s'apprêtent à vivre la plus belle expérience maritime de leur existence. Après une route du Rhum et un Québec-Saint-Malo, les 2 hommes participent à la 13e édition de la Transatlantique Jacques Vabre. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je navigue et j'avais toujours dit qu'avant mes 50 ans, je ferais une transatlantique parce que j'ai été nourri par les exploits des grands navigateurs qui ont écrit des livres, Moitessier, Tabarly, Kersozon. Tout. Moi, j'ai toujours aimé la course, premièrement. J'aime aussi les croisières en voile, mais j'avoue que le large, c'est quelque chose de tellement particulier et c'est très difficile d'expliquer ce qu'on peut ressentir. L'aventure, ils la connaissent. En 2013, ils avaient déjà participé à la compétition. Ils s'étaient classés 20e à l'époque. Reste que le tracé semé d'embûches. Du port du Havre à celui de Salvador de Bahia au Brésil, les skippers vont traverser 10 000 km en voilier, sans escale et sans assistance. De quoi effrayer les navigateurs, même les plus téméraires. C'est plutôt psychologique, c'est un gros moral qu'il faut. Mais par contre, j'ai appris une chose, c'est que si on n'a pas le physique, c'est dur d'avoir le moral. Notre gros problème, c'est que la mer est loin, ça c'est sûr. Donc on manque un petit peu d'entraînement physique, et ce qui fait que pour rentrer dans la course, on met un petit peu plus de temps que les autres. C'est quand même une transat qui est très dure. Hein. Spontanément, on ne part pas au mois de novembre en vacances dans la Manche. Hein. Philippe et Olivier font partie des 10 marins à larguer les amarres en tant qu'amateurs. Philippe est stomatologue, Olivier est expert comptable. Pour leur seconde traversée de l'Atlantique, les 2 hommes ont décidé de mettre en lumière une association, les Complices de Pauline. Portée par Jean-Jacques, dont la petite fille de 5 ans doit vivre avec un lourd handicap, la jeune fille est sourde, muette et aveugle. Le handicap est toujours mal perçu. Donc pour intégrer les enfants dans la société, c'est pas évident. Que ce soit au niveau scolaire, au niveau médical, au niveau prise en charge, c'est très difficile. Dimanche, ils seront 16 à prendre le départ. Philippe et Olivier espèrent faire partie du top 10 à l'arrivée. Voilà, belle expérience et chapeau parce que c'est vrai qu'il faut se lancer comme ça à l'aventure, surtout quand on l'a entendu, on n'a pas la mer à proximité, il faut faire quelques kilomètres effectivement. Vous pourrez suivre leur aventure évidemment sur le site officiel de la Transat Jacques Vabre, hein. Vous pourrez savoir en temps réel où ils sont dans l'océan Atlantique, donc je vous invite à suivre ça de près à partir de dimanche. Un mot de sport également pour vous dire que Metz Handball continue sa razzia au championnat de France. Ça fait plus d'1 an que les Dragons sont invaincus en championnat et elles ont battu leur meilleur ennemi, j'ai envie de dire, l'équipe de Brest, victoire hier 30-26 et donc Metz est leader, on va le voir au classement assez largement devant cette équipe de Brest avec 30 points désormais, 10 matchs gagnés en 10 journées, donc forcément le calcul est très simple. Il y a un match de Ligue des Champions qui attend les Dragons ce week-end, ce sera du côté du Monténégro à Podgorica. Elles ont tout gagné pour l'instant dans la compétition, 3 victoires en autant de rencontres. De la culture, pour continuer, on va prendre la direction de Jarny, en Meurthe-et-Moselle, pour y découvrir une pièce de théâtre de Marie Ndiaye qui a été baptisée Les Serpents. Les Serpents, donc, mise en scène par Anne-Marie Leclerc, un petit conte théâtral contemporain joué par la compagnie du Jarnisy et mise en image par Timothée Gérard.
Elle est très intéressante. Encore quelques petites retouches à la mise en Elle scène. permet la plupart du temps de faire trop de rapprochements de corps. L'histoire intrigue, elle interpelle, et les répliques et les monologues surprennent. 3 femmes qui se retrouvent un jour de 14 juillet en France. On peut imaginer qu'elles se retrouvent dans une cour de ferme. La ferme est isolée et elles se retrouvent là ce jour-là, le 14 juillet, pour se rencontrer. Le texte de Marine Ndiaye n'est pas là pour mettre le spectateur dans le confort. Cruel et dérangeant, son style très particulier donne corps à ces personnages féminins qui, tout au long de la pièce, se confrontent, se perdent et même s'affrontent un jour de 14 juillet. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme, d'être une mère, d'être une épouse, d'être une fille? C'est cette question du lien familial. Marine Ndiaye pose beaucoup cette question-là. Articulés comme une fable, Les serpents de Marine Ndiaye transportent le spectateur entre fiction et sombre réalité. Une dimension confirmée par le personnage interprété par Noémie Carco. C'est lui qui amène une dimension assez fantastique dans la pièce. C'est le rôle d'une femme qui vit avec un homme dont on comprend qu'il est violent et qui se transforme au fur et à mesure en la figure de l'ogre, on va dire, si on était dans un conte, puisque c'est quand même une pièce qui a une dimension de conte. La compagnie du Gernisi interprétera Les serpents de Marine Ndiaye le 8, 9 et 10 novembre prochain au théâtre de Jarny, avant d'entamer une tournée à Metz, Verdun et Nancy. Toute l'actualité, bien sûr, de la compagnie du Gernisi sur leur site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Alors Martine, je sais que vous adorez la nature, hein. On le voit sur ce plateau, forcément. La nature, le jardin, bien sûr. Alors je vais vous faire un petit cadeau. On va aller prendre un bon bol d'air du côté des Vosges, puisque nous allons à la découverte de 2 frères, finalement, qui sont devenus photographes naturalistes. Ils sont soutenus par leur mentor, qui s'appelle Vincent Munier, un photographe célèbre, bien sûr, en France et à l'international. Il s'appelle Thomas et Pierre Rémusat, et on va les découvrir tout de suite dans ce reportage signé Vosges Télévisions. La photographie naturaliste se pratique souvent en solitaire, mais Thomas et Pierre, frères dans la vie, partagent et vivent ensemble la même passion, témoigner de la beauté du massif vosgien. Ce jour-là, ils se retrouvent à 1000 mètres d'altitude dans cette forêt de la Haute-Meurthe qu'ils parcourent depuis des années. On sortait beaucoup en nature. On allait voir donc nos premiers animaux, les chevreuils, les renards, les lièvres. Et à chaque fois, on n'avait pas l'occasion de ramener forcément quelque chose à ramener à la maison, à montrer à nos proches. C'est-à-dire qu'on partageait ensemble, mais pas avec nos proches et pas avec nos amis. Et on a eu, moi qui est un peu plus âgé que Pierre, j'ai eu l'idée d'acheter, j'ai eu l'idée, un peu l'argent d'acheter un appareil photo. Et puis tout de suite, il a suivi et on s'est dit qu'on était passionnés de nature tous les deux, donc pourquoi pas faire de la photo tous les deux, et on s'est pris au jeu. Les 2 frères ne s'adonnent pas seulement au plaisir de la photographie, ils sont avant tout des naturalistes et répertorient sur GPS les sites pour leurs intérêts écologiques. Après avoir observé une chouette chevêchette qui nidifiait dans cet arbre, Pierre l'a signalé à l'ONF. Marqué, l'arbre sera préservé. Il y a des endroits en forêt où des fois on peut se perdre, quoi. Du coup, on référence les cavités sur GPS, et comme ça après elles sont référencées dans le GPS, on les met sur l'ordinateur, et on peut aussi partager avec d'autres naturalistes qui eux suivent les espèces, et nous ça nous permet aussi d'y retourner, quoi. Alors cet arbre, c'est un arbre biologique, hein, c'est pour ça qu'on marque un V dessus, et en fait tout simplement il y a une chevêchette d'Europe qui a nidifié, donc il y a vraiment une nécessité de protéger cet arbre. La chevêchette d'Europe comme un symbole pour les 2 frères est une de leurs plus grandes émotions. Ils n'ont pas compté leurs heures à l'affût pour apercevoir le petit rapace. C'est vrai que quand on travaille très longuement sur une espèce, beaucoup d'heures et qu'on donne beaucoup de travail, quand on la voit, c'est un petit peu la concrétisation et c'est le Graal qui est devant nous. Donc c'est vrai que la chevêchette, elle nous a fait un très beau clin d'œil ce jour-là, et la première fois qu'on l'a vue, c'était vraiment magique. Un beau clin d'œil de la chevêchette, ça fait toujours plaisir. Effectivement, ils ont sorti leur premier ouvrage, Thomas et Pierre, qui s'appelle Nuance. Donc on leur souhaite tout le meilleur. En plus, ils sont parrainés par Vincent Munier. Donc voilà, c'est vraiment la référence en matière de photographie naturelle. Ça vous est déjà arrivé de prendre un peu de photos comme ça Mais oui, tout le temps dans mon jardin. Tout le temps. Moi, j'ai des hulottes, pas des chevêchettes. Ah bon, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, oui. Mais c'est vraiment la passion qui parle pour le coup. Ah oui, vraiment. Bon, en tout cas, on leur souhaite bonne continuation et bon vent. Vous n'avez pas amené un pied de vigne, là, tant que j'y pense, dans tout cela, Martine? Non, il y a du chêne, mais
pas de vigne. Bon, en tout Pas cas, encore. si vous voulez un pied de vigne, allez faire un tour à la fête de la vigne, puisque c'est ce week-end et ça se passe du côté de Königsmacker. C'est la 9e édition de cette fête de la vigne. Alors, vous pourrez déguster des vins AOC, s'il vous plaît, des vins de Moselle, bien sûr, puisqu'ils ont l'appellation depuis 2010. Il y aura des concerts, de la restauration et même une initiation à la découverte de vins avec un champion du monde des sommeliers, Thierry Corona, qui sera sur place. C'est de 10h30 à 18h à la salle polyvalente de Königsmacker. On va regarder quel temps il fera demain et je suis sûr que ça va être très bien. Regardez tout de suite, c'est Ronan et la météo. Cure conventionnée, mini-cure libre, santé, forme et bien-être, quel que soit votre âge et quelle que soit la météo, prenez soin de vous à la station thermale Saint-Éloi d'Amnéville. C'est une belle journée en perspective. Au réveil, on retrouvera encore pas mal de brouillard. Cependant, ils se dissiperont peu à peu pour laisser place à quelques belles éclaircies. L'après-midi, le temps sec se maintiendra et ce sont les éclaircies qui s'imposeront sur toute la région. Au lever du jour, on remarquera une remontée des températures. Comptez 6 degrés du côté de Thionville, Verdun, Forbach et Sarrebourg et 7 degrés attendus à Bouzonville, Metz et Nancy. L'après-midi sera très agréable avec des valeurs qui oscilleront entre 12 et 14 degrés. Nous aurons 12 degrés à Saint-Miel, Briey et Folquemont. Il fera 13 dans les secteurs de Longwy, Yutz et Saverne et 14 degrés attendus à Metz, Nancy et Château-Salins. Demain, vendredi 3 novembre, nous n'oublierons pas les Uber. Cure conventionnée, mini-cure libre, santé, forme et bien-être, quel que soit votre âge et quelle que soit la météo, prenez soin de vous à la station thermale Saint-Éloi d'Amnéville. Dans quelques instants, on va parler bien sûr de l'élection de Mister et Miss Grande Région. Ça se passera du côté de Differdange le 25 novembre prochain. Mais juste avant, un jeu pour vous mettre vraiment dans le bain. Sonia, Joël et Martine, vous participez bien sûr et vous essayez de deviner pourquoi cette photo aujourd'hui est dans l'actualité. Et à quoi elle correspond bien sûr. Faut pas regarder spécialement et spécifiquement les marques qui sont inscrites. Il y a un peu le concept. Il y a un petit indice en bas, regardez, la pub qui s'évapore. Est-ce que vous avez une idée? La pub qui s'évapore. Ça vous dit rien? Pas du tout. Rien. Alors là... On a dû louper quelque chose. Eh ben vous avez loupé quelque chose. Alors, en même temps, on est là pour pallier à cela et vous dire que finalement, c'est une arme publicitaire écolo. C'est une nouvelle manière de faire de la pub et c'est initié par l'entreprise Pubalo. Alors, c'est inspiré du reverse graffiti ou du clean tag. À la place de la peinture, finalement, on utilise de l'eau et on peut l'enlever de manière tout à fait écologique. Bravo. Et on en dira plus d'ailleurs sur Mirabel TV très prochainement puisqu'on y consacrera un reportage. Donc, c'est une nouvelle manière de faire de la pub avec le respect de l'environnement, bien évidemment, que ce soit en ville ou un petit peu partout. Voilà, très belle initiative de l'entreprise Pubalo. On va maintenant évidemment se concentrer sur cette élection dont on parle depuis tout à l'heure. C'est le 25 novembre prochain du côté de Differdange au Luxembourg. Qui sera Miss et qui sera Mister Région 2017? Grande région. Grande région, oui c'est vrai. Attention. Ne nous trompons pas parce que le Grand Est c'est pas pareil que la grande région. Absolument. Et justement, j'ai fait une petite erreur, mais c'est peut-être pas par hasard. Est-ce qu'elle a vraiment une âme cette grande région? Est-ce qu'elle existe vraiment dans l'identité de ceux qui y habitent, c'est-à-dire les Français, les Luxembourgeois, les Allemands et les Belges? Je pense qu'elle est en train de se construire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire, qui commencent à se mettre en place, notamment au niveau du Luxembourg aussi, qui se retrouvent un peu au milieu, au centre de cette grande région. Mais c'est vrai que c'est encore une identité qui se cherche. Donc c'est intéressant pour nous jeunes de s'être mis ensemble et de lancer ce concours Miss Grande Région, parce que justement, il permet en fait aux jeunes français, allemands, luxembourgeois, belges de se retrouver ensemble autour d'un concours. Donc c'est intéressant et je pense que ça permet d'ouvrir, de créer des nouvelles amitiés. Et c'est justement, je pense, un peu l'identité de la grande région. C'est que les différentes jeunes des différentes régions se rencontrent. Vous avez dit Miss, mais il y a Mister aussi, parce que j'ai vu Joël Exactement. tirer un peu la moue derrière. Miss et Mystère, c'est ça. Joël qui est donc le tenant du titre. L'année dernière, vous n'avez pas organisé d'élection pour solidifier les bases. Ça a été créé, je crois, en 2012. Et vous montez en puissance année après année. Donc là, ça va être un vrai feu d'artifice, j'espère, le 25. Alors, on va dire que c'est, comme vous disiez, c'est un concours qui existe depuis 2012, qui a été créé par Klaus Neuring. Et
en fait, l'année dernière, on a fait le choix de ne pas refaire le concours parce qu'on voulait vraiment tout changer. On voulait faire les nouvelles bases, on voulait être présent sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. C'est quand même des nouveaux médias qui sont devenus très importants aujourd'hui. C'est une arme assez importante dans les concours de Miss. Et comme on a changé complètement le comité, on voulait vraiment partir sur des bases saines, donc pas prendre de risques, et changer aussi l'identité visuelle du concours, donner une identité plus moderne. Et c'est pour ça qu'on a préféré l'année dernière pas faire de concours pour justement bien faire les choses cette année. Vous avez donc été élu en 2015, Joël. Vous vous sentez ambassadeur de qui finalement? Est-ce que vous arrivez à le caractériser cela, que ce soit cette grande région, finalement, on en parlait il y a un instant, de l'âme? Oui, je pense que oui, parce que tout d'abord, c'était une belle aventure humaine, hein, c'était très enrichissant. Et oui, je peux le reconnaître, car c'est-à-dire j'ai pu faire des belles rencontres, tout d'abord, hein, dans la grande région, hein, que ce soit tout d'abord au Luxembourg, bien sûr, comme France, Belgique, hein. Et voilà, c'était vraiment super enrichissant parce que tout justement à des invitations, à des galas, à des événements, hein, voilà, tout simplement j'ai pu faire vraiment de très très belles rencontres, hein, et ce qui m'a justement permis d'avoir plus de conviction, plus d'assurance. Hein, ça a changé votre vie, on peut le dire? Oui, franchement oui. Franchement, tout d'abord le groupe, hein, qui m'a justement permis, c'est-à-dire de rencontrer de belles rencontres, comme j'ai dit auparavant. Ce qui a changé, oui, c'est-à-dire en amour-propre, en assurance et surtout en confiance, oui. Parce que les belles personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit à des événements, à des galas, à des défilés, hein, c'est comme je redis, c'est vraiment enrichissant. Hein. Et franchement, voilà, je souhaite, et franchement, je le dis à tout le monde, c'est vraiment une belle aventure, et de s'inscrire, et pour répondre, absolument, oui, ça a changé. Alors oui, comment on fait pour s'inscrire? Parce que je suis sûr que Joël, il est trop modeste pour le dire, mais grâce à quoi il a été élu? Quels sont finalement les critères pour pouvoir se présenter à cette élection? Alors tout d'abord, ce qu'on dit à chaque fois, même à l'intérieur du comité, c'est qu'un concours de Miss n'est pas un concours de mannequins. C'est très important de le dire. Nous voyons le concours Miss Grande Région vraiment comme révélateur de talent. C'est-à-dire nous avons envie de montrer quelque chose de positif parmi les jeunes. C'est-à-dire nous mettons en valeur leurs talents, qu'ils soient mannequins, qu'ils soient artistes, chanteurs, même acteurs. Nous essayons vraiment de mettre en valeur chez chaque candidat son point fort. Nous essayons de le guider et de le développer. Joël, c'était quoi son point fort par exemple? Fitness. C'est vraiment... en même temps, j'aurais dû le deviner. C'est aussi une des raisons pourquoi nous, aujourd'hui, lorsque le concours il a repris, au sein du comité, on a vraiment voulu travailler davantage avec Jo, parce que c'est vrai que le fitness aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, ça prend beaucoup d'importance. Et avoir quelqu'un comme Jo à nos côtés qui sait guider les jeunes aujourd'hui en tant que coach, en plus de ça, ça nous aide énormément. Voilà. Donc on avait encore envie de continuer de travailler avec lui dans cette nouvelle édition d'une manière un peu plus rapprochée et probablement encore plus rapprochée dans les années qui vont venir. On a vu quelques images d'ailleurs du casting qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours maintenant. Alors, comment ça s'est passé? C'était pas le casting, je précise. Ah, c'était pas le casting, c'est pas le mot exact. C'était la présentation presse. Très bien. Parce qu'en fait, les castings là pour cette année, cette saison, c'est booké. C'est booké. Et on a eu énormément de candidats. C'était très très difficile. Combien par exemple? Là, on a eu une 50aine quand même qu'on a vraiment vu en photo où on a dû faire un choix. On a refusé du monde bien sûr et on s'est retrouvé à la fin avec une vingtaine et parmi ces vingtaines, on a 10 filles et 5 garçons. Donc on voulait pas faire dans la quantité. Parce que souvent, si je peux me permettre cette petite critique, c'est que malheureusement aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays, souvent vous voyez des concours, ils veulent prendre tout et n'importe quoi parce qu'ils veulent avoir un maximum de tickets qui soient vendus. Nous, on veut vraiment la qualité, on veut pas la quantité. On préfère avoir moins de candidats, mais vraiment pouvoir leur donner après ce que j'appelle un après-vente. Mais assumer de les avoir choisis quelque part et les aider ensuite voilà, exactement. Donc on essaye vraiment de trouver des gens qui ont quelque chose à revendre, qui ont une identité, qui ont un but, qui ont un but artistique et de montrer et de leur offrir justement de par Miss Grande Région cette possibilité de montrer leur talent. On a par exemple dans notre grand gala qui va avoir lieu le 25 novembre à Differdange, on a des gens qui vont venir, qui sont des chanteurs, qui étaient des gens qui se sont présentés pendant la
le casting, mais qui n'ont pas été retenus parce qu'ils n'avaient pas forcément les critères qu'on recherchait, mais qui avaient ce talent où on s'est dit mais on ne peut pas laisser passer quelqu'un comme ça. Mais en fait, ça pourrait s'appeler la Grande Région, un incroyable talent quelque part. C'est vrai on nous a déjà fait cette remarque parce que c'est vrai que cette année, on a l'énorme chance d'être soutenu par TF1, puisqu'on a les caméras de TF1 qui vont venir de The Voice. Donc on a une délégation de The Voice qui va être là le soir du 25 novembre qui vont filmer. C'est assez exceptionnel pour la Grande Région parce qu'on a justement décidé de mettre en valeur aussi les chanteurs, les artistes de la Grande Région. Donc effectivement, si là, il y a des gens qui m'entendent, qui regardent cette émission. Il y en a quand même, j'espère, parce qu'entre TF1 et Mirabel TV, votre cœur balance, j'en suis sûr. Si maintenant, par exemple dans la région de la Lorraine, s'il y a des gens en dehors qui se sentent, comment dire ça en français, touchés, qui sont artistes, chanteurs, acrobates, magiciens ou clowns, qui ont un profil atypique, nous on a encore 3 cases à remplir. Très bien, voilà. C'est donc un appel qui est lancé. Forcément, s'il y a des gens qui ont envie de prendre leur chance, de se montrer devant cette délégation, et en plus de jouer sur la plus grande scène détachable quand même pour ce genre d'événements dans la Grande Région, je pense que là c'est vraiment l'occasion à ne pas manquer. Donc je vais postuler pour les clowns juste après l'émission. J'ai peut-être ma chance, voilà, ça. Pourquoi, qui sait. Martine, qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de concours? Je trouve que c'est très original parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est à la fois un concours pour mettre en valeur des talents, des personnalités, des vraies personnalités et des belles personnes. Oui. Voilà, donc je trouve que c'est très, très, très original et très intéressant. Nous ne souhaitons vraiment pas se limiter ni à la taille et ni à la nationalité. Comme déjà dit, la Grande Région, c'est une grande région où il y a plein de nationalités qui vivent. Et si vous prenez des concours comme Miss France, Miss Belgique ou Miss Allemagne, ils ont tendance toujours à se limiter à la nationalité. Et justement, ce qui est la spécificité de Miss Grande Région, c'est que nous, on ne se limite pas à la nationalité. Il y en a vraiment de toutes parce que les Français sont aussi bien représentés par exemple que les Allemands ou les Belges et les Luxembourgeois, je ne sais pas, en termes de statistiques pures. On a vraiment statistiques pures à l'intérieur du concours. C'est vrai que les Français, en général, ils font une bonne moitié quand même. Surtout cette année. On a un peu moins d'Allemandes, mais c'est aussi parce que comme c'est le retour du concours, on a encore eu moins de support médiatique en Allemagne. Mais ça, c'est des choses qui sont pour nous aussi à développer dans les années qui vont venir. Ça va se construire tout doucement, mais sûrement. On parlait de coaching tout à l'heure, Sonia, il faisait référence, c'est vous qui allez vous en charger. Joël, comment ça va se passer d'ailleurs, ce coaching avec les candidats et les candidates? Donc là, le coaching, on a notre chère collègue Elisabeth Del Boccio, qui est était notre directrice artistique. Voilà, qui était même Miss Italie. Miss Italia del Mundo en 1900. Oui, on a 98. vraiment, voilà. On a une équipe en comité qui est juste incroyable et tout le monde est vraiment là pour sa spécificité. Donc c'est pas des gens qui sont là pour des téléréalités ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment des gens qui ont fait leurs preuves dans leur milieu, aussi bien dans la presse où ça a été reconnu. Nous avons vraiment eu envie de construire ce concours avec des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez apporter, vous, Joël, concrètement? Donc, voilà, fitness et un coup de main, donc en absence de notre chère collègue Elisabeth, qui fait un travail juste formidable, voilà, dû à son expérience, bien sûr. Et voilà, moi, c'est surtout pour les garçons, voilà, justement. À les coacher, aussi à savoir défiler, parler, les mouvements du cœur, du corps, bien sûr. Hein. Et du cœur aussi, du cœur aussi, bien sûr. Hein. J'ai un grand cœur. Hein. Et bien sûr, donc je ramène ma touche tout simplement masculine aux chers collègues, donc à toute cette belle équipe. Mais bien sûr, en mentionnant encore une fois notre collègue Elisabeth qui fait vraiment un super travail. Hein. Donc voilà, il y a la danse, bien sûr, il y a les défilés, comment se poser, comment parler, s'exprimer. Et voilà, tout ça fait partie du coaching qu'on fait tous les dimanches en fait. Hein, tous les dimanches des ateliers. Alors, il y a quand même des grandes personnalités, on parlait d'Elisabeth il y a un instant, mais une grande personnalité qui va présider cette année le jury, quand même, c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Regardez, Martine, le quiz, regardez la photo, ça vous parle? Bon, les sont deux sur la photo, mais il y en a un des deux qui sera là. Et c'est lequel? C'est Grishka ou c'est Igor qui sera présent? Martine, une chance sur deux? Ishka? Eh ben non, c'est Igor. Effectivement, vous avez la chance quand même d'avoir Igor Bogdanov en président d'honneur. Alors ça, c'est juste une chance incroyable. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu la chance de faire une carrière de mannequin à Paris qui était assez impressionnante, ce qui m'a fait que j'ai rencontré pas mal de personnalités. Et mon but était toujours, si un jour j'allais m'investir dans Miss Grande Région, c'est justement de ramener des personnalités dans la Grande Région, de leur présenter la Grande Région, de leur faire découvrir. Et c'est vrai que lorsque j'ai lancé l'invitation à Igor Bogdanov, il m'a dit
dit tout de suite, mais je viens, ça m'intéresse. C'est vrai que souvent, lorsqu'on dit à Paris, voilà, on vient du Luxembourg ou on vient de la grande région, les gens, ils savent pas trop mettre en relation avec des grands événements. Est-ce que c'est de la condescendance ? Parce qu'on en parle souvent, il faut mettre des mots sur les mots. Oui, mais on va dire dans des événements people. D'accord. C'est toujours un peu entre guillemets à Paris. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, là, on va essayer quand même de lancer quelque chose avec des personnalités pour que dans ce milieu-là, à Paris, les gens, ils disent, si, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est pour les jeunes et ça leur permet d'ouvrir des portes. Très bien. Et puis, on n'oubliera pas également la présence de celle qu'on a considérée comme la Kylie Minogue française. Oui, ça, alors, je ne la connaissais pas personnellement. Ouais. Vous allez nous a présenté. On a une pochette de CD, Johanna Deck, alors qui fait son grand retour apparemment. Alors, en fait, pour les gens qui la connaissent, Johanna Deck, c'était dans les années 80, vraiment, en France, la Kylie Minogue française. Elle a commencé dans un groupe qui était assez connu, qui s'appelait Party People. Et après, elle a eu sa propre carrière. Donc, elle chantait en anglais, mais elle était bien française, donc elle a fait pas mal d'émissions télé, notamment avec Jacques Martin. Et après, elle a eu une vie de femme, elle a eu une vie familiale, elle a eu des enfants, elle est aujourd'hui photographe, elle a lancé son magazine qui s'appelle Faust Magazine, et elle est prête justement à revenir un peu plus dans le devant de la scène à Paris. Et donc elle m'a demandé, écoute, si tu fais ton événement, je veux bien faire mon grand retour en étant dans le jury de Miss Grande Région. Et ça, c'est juste une chance incroyable, et on est très fiers de la recevoir, et c'est quelqu'un d'exceptionnel dans sa gentillesse et dans son humanité, et je pense que ça va être incroyable. Comme quoi Paris des fois passe par le Luxembourg également. Donc c'est le 25 novembre à Differdange, on vous souhaite tout le meillure pour cette élection. Merci beaucoup pour on peut y assister, c'est plein encore ou... Non, alors on a encore des places, même si j'avoue que ça commence à partir extrêmement vite. Aussi, et ça c'est très important, nos prix ne sont pas des prix exagérés. Je préfère vraiment le dire, par rapport à d'autres concours, on a préféré faire des prix plus sociaux. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et si vous avez envie de prendre des cartes, ça se passe sur notre site internet www.missgranderegion.org. Eh bien, très bien. Toutes les infos sont données. Merci beaucoup. Vous restez avec nous évidemment jusqu'à la fin de l'émission. On va faire une petite pause au tout autre registre et ensuite on parlera nature bien sûr avec Martine. On va parler d'une exposition temporaire qui se déroule actuellement au Mémorial de Verdun. Un bel hommage à travers des photographies à Maurice Genevoix qui a beaucoup compté pendant la Première Guerre mondiale. C'est le héros des éparges et puis il est devenu écrivain, académicien. Des éparges au Mémorial de Verdun. Hommage à Maurice Genevoix. Voici un sujet signé Michel Weiss. C'est un temple de la mémoire qui a désormais 50 ans. Et pour fêter cet anniversaire, qui mieux que Maurice Genevoix, son président fondateur, pour symboliser la création de ce haut lieu de l'histoire. Car de février à avril 1915, ce jeune lieutenant de l'armée française échappera de justesse à la mort lors de la bataille des Éparges. Des combats comme prémonitoires de ce que sera un an plus tard ceux de Verdun. On y déplorera alors 20 000 pertes côté français et allemand, dans une montée en puissance des moyens de destruction. Les hommes sont littéralement écrasés par l'artillerie, attaques et contre-attaques se succèdent. Et du fait de son expérience, c'est un des éléments qui permet d'expliquer qu'il est le porte-parole, beaucoup d'anciens combattants vont se retrouver dans les écrits de Maurice Genevoix. Non seulement aux Éparges, mais les combats qu'il a menés aussi auparavant, pendant la guerre de mouvement. C'est donc lui qui prononcera le fameux discours d'inauguration du mémorial le 17 septembre 1967. Cette exposition offre donc un regard croisé entre son expérience combattante à travers ses textes et sur les travaux de Fabrice Déconninck et Sylvain Demange. Pendant un peu plus de 5 ans, les deux photographes ont parcouru le site des Éparges pour recueillir l'empreinte laissée par les combats. Le mariage de ces travaux crée donc un dialogue entre l'image et l'écrit qui relate au mieux l'horreur de cette bataille. Le spectateur, en venant ici, le visiteur de l'exposition, il va pouvoir voir en fait le regard d'artiste sur l'événement, l'explication, la recontextualisation avec le texte que nous avons là et la mise en perspective historique en regardant finalement dans les vues stéréoscopiques ce que pouvait être le paysage à l'époque. On a le paysage de maintenant, paysage à l'époque, et à chaque coup on explique en une petite vingtaine d'étapes ce qu'a pu être la bataille des Éparges. Maurice Genevoix disait que c'est la présence de la mort qui donne un sens à la vie. Et cela prend toute sa signification dans cette exposition à voir jusqu'au 22 décembre. Vous
l'avez entendu, c'est donc jusqu'au 22 décembre. Les renseignements sur cette exposition et sur tout ce qui se passe au Mémorial de Verdun sur le site officiel de cette infrastructure. Alors Martine, on va prendre la direction des jardins et comme souvent sur le plateau de Mirabel TV, vous allez nous parler de votre jardin et j'imagine que vous en avez profité hier parce que c'était une très belle journée. Très belle journée où justement il y avait une superbe lumière, donc on pouvait voir toutes les nuances des feuilles, jaune, or, rouge, et en profiter pour ramasser les feuilles justement, parce que il faut bien sûr les ramasser avant qu'elles ne soient mouillées par la pluie, pour pouvoir en faire plusieurs utilisations. Notamment du compost bien sûr, mais c'est très très précieux. Les feuilles mortes, il ne faut pas les négliger et les fouler. Bien sûr, on peut les laisser sur les massifs, mais dans les allées, il faut les enlever bien sûr et s'en servir. Alors vous allez nous expliquer pourquoi en détail dans quelques instants, mais moi il y a deux questions comme ça qui me viennent en tête. Pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne et pourquoi tout simplement elles tombent à l'automne ? Eh bien, figurez-vous que les feuilles sont un petit peu des capteurs solaires. Donc, à la belle saison, elles captent l'énergie du soleil pour l'arbre, pour qu'il puisse croître, et par un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Et dans la photosynthèse intervient un pigment, qui est un pigment vert, qui est la chlorophylle. Alors, au moment où l'automne vient, il y a moins d'intensité lumineuse, les jours raccourcissent, il fait plus froid, et donc la photosynthèse se fait moins bien, et ce pigment, la chlorophylle, disparaît progressivement, et il révèle, et on le voit très bien là sur les petites feuilles de chêne, il révèle d'autres pigments qui apparaissent, des pigments jaunes, des pigments rouges. Alors les jaunes sont les xanthophiles, alors on le voit très bien, là c'est une feuille de ginkgo, pleine, et puis des pigments rouges qui sont des carotènes et oranges, comme dans les carottes, carotènes, et les anthocyanes. Voilà pourquoi les feuilles changent de couleur. Donc en fait, il y a vraiment des couleurs très très différentes pour le coup. Très différentes, et c'est ce qui permet justement de pouvoir créer des massifs d'automne qui sont très beaux, très chatoyants, si l'on sélectionne bien les espèces avec un feuillage rouge ou un feuillage jaune, et qu'on marie à ces feuillages des plantes fleuries comme les cyclamènes, les chrysanthèmes et certains rosiers qui fleurissent très très tard. Et notamment, moi il y a un rosier que j'adore avec les feuilles d'automne parce qu'il se marie très bien, c'est le rosier Verdun. Ah, le rosier de Verdun. On le voit à l'écran d'ailleurs, ce rosier de Verdun. Je crois que vous avez un gros coup de cœur pour ce rosier. Alors c'est un petit rosier, il est sympathique parce qu'on peut le mettre à l'avant des massifs et avoir en fond, en toile colorée, donc les feuillages d'automne. C'est un rosier qui a un coloris original parce que les fleurs sont un peu violettes, et il a la particularité de fleurir très très tard en saison, donc il peut fleurir jusqu'au gelée. Et c'est aussi un rosier historique. Alors son histoire est un peu intéressante. C'est un rosier qui a été créé par un pépiniériste orléanais après la grande bataille de Verdun en 1916, en hommage aux 160 000 poilus qui étaient tombés lors de cette bataille. Et pendant plusieurs années, on a planté sur chaque tombe de poilus ce rosier Verdun. Et petit à petit, il a disparu. Pourquoi ? Parce que le chrysanthème est arrivé à la fin des années 20 et le rosier a disparu. Et en 2013, une personne d'une association de Verdun, Agir pour le Verdunois, a retrouvé un exemplaire de ce petit rosier à la grande roseraie de la Haye-les-Roses. Et ensuite, il a été multiplié chez nous, en Lorraine, dans les Vosges, à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Alors ça, vraiment, c'est une école extraordinaire qui préserve le patrimoine horticole lorrain et qui a multiplié ce rosier. Et maintenant, on peut s'en procurer dans cette école, ce petit rosier qui va si bien avec les feuilles d'automne. Roville-aux-Chênes qui a une réputation nationale, bien évidemment. Alors, on va revenir juste aux feuilles, vous en parliez il y a un instant. C'est vrai que vous nous aviez dit pourquoi elles changeaient de couleur, mais pourquoi elles tombent, ces feuilles, Martine, il faut le dire. Alors, il faut le dire à Sonia, à Joël, à tout le monde. C'est la nature. On ne se pose jamais cette question. On voit les feuilles tomber, mais pourquoi tombent-elles, à votre avis ? Moi, je ne sais pas. C'est pas une question de sève. Elle est formidable. Oui, elle est belle. C'est ça la grande région. Franchement. Alors, justement, à l'approche de l'hiver, l'arbre doit se protéger du froid. Et donc, son écorce est protégée, son tronc est protégé par une écorce, les racines sont protégées par la terre, mais il n'y a que les feuilles qui sont fragiles parce que ce sont des tissus tendres. Et donc, l'arbre se dit: je ne vais pas continuer à dépenser de l'énergie, à nourrir ces organes qui de toute façon vont mourir avec l'hiver. Donc progressivement, l'arbre bouche le
pédoncule de la feuille, voilà, avec un petit bouchon de liège. Et la sève ne passe plus, l'eau ne passe plus, les sels minéraux ne passent plus. Et petit à petit, la feuille se dessèche et finit par tomber. Très bien. Alors, en tout cas, je verrai plus les feuilles de la même manière. Je sais pas pour vous. En tous les cas, on a bien compris. Il ne faut pas marcher dessus. Il faut vraiment les ramasser à la pelle, finalement, comme dans une célèbre chanson. Non, pas à la pelle, au râteau maintenant. Il y a des râteaux à feuilles. Et puis il y a des souffleurs aussi. Et voilà, donc c'est plus facile quand même de les rassembler avec un souffleur pour pouvoir les mettre au tas de compost, parce que c'est ça qu'il faut faire absolument, les composter pour pouvoir nourrir son jardin, nourrir la terre et nourrir les plantes. Alors, est-ce que, c'est ma dernière question d'ailleurs, toutes les feuilles sont bonnes à prendre pour le compost? Pratiquement toutes, sauf celles des arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que dans les arbres fruitiers, il y a souvent des maladies, donc on évite de composter les feuilles d'arbres fruitiers. Les feuilles de noyer aussi que vous voyez là, vaut mieux éviter parce que le noyer contient une substance qui s'appelle la juglone qui empêche les autres plantes de pousser, donc, et les graines de germer. Donc c'est la raison pour laquelle souvent sous les noyers peu de plantes peuvent pousser bien. Voilà. Sinon, il y a certaines feuilles comme celles des platanes qui ont du mal à se décomposer. Donc pour aider un petit peu la nature, on peut les broyer avant de les mettre au compost. Très bien, merci pour toutes ces belles idées et voilà, de nous en avoir dit un petit peu plus sur ces feuilles qu'on ne regarde pas. Finalement, on marche dessus, on part dans la forêt, mais on les aime pas à leur juste valeur, si je puis dire. Voilà, on peut faire aussi des herbiers avec les feuilles. Voilà. Laissons parler notre imagination. Merci beaucoup Martine d'avoir été en tout cas avec nous ce soir. Merci à vous deux. Donc le 25 novembre, on le rappelle, élection de Mister et Miss Grande Région 2017. Ça se passe à Differdange. Merci Sonia, merci Joël. Merci à vous. On se donne rendez-vous évidemment demain sans faute pour la dernière émission de la semaine. Bonne soirée sur Mirabel TV. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves Actisud. Juste avant de zapper avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, un festival d'émotions.